Bonjour. Rentrée politique compliquée pour le président de la République, le gouvernement et la majorité après l'affaire Benalla, puis la démission de Nicolas Hulot et l'incertitude sur le maintien ou non du prélèvement à la source à partir de janvier 2019. Bruno Bonnell, député La République En Marche de Villeurbanne, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, Bruno Bonnell, le nouveau monde a pris un sacré coup de vieux cet été. Finalement, il ressemble étrangement à l'ancien monde? Non, il n'y a jamais eu un nouveau monde qui avait entièrement raison. Il y a les circonstances. Ce qui a changé surtout, c'est un certain nombre de circonstances. Des affaires qui ont été montées en épingle par une opposition qui était en mal d'idées probablement. Et donc une séquence un peu malheureuse, et en tout cas que je regrette, notamment ce qui concerne la démission du ministre de la Transition écologique, qui était inattendue pour le moins. Alors si on prend l'affaire du prélèvement à la source, comment est-ce qu'on peut tergiverser à ce point sur la question de ce prélèvement à la source, alors que vous avez déjà reporté le projet d'1 an et que techniquement tout est prêt? C'est le président de la République qui est devenu un Gaulois réfractaire au changement? Écoutez, on ne peut pas reprocher en même temps au président de la République d'être hors sol et de ne pas être près des Français et de ne pas se préoccuper de quelque chose aussi majeur que la transformation de l'impôt. Et s'il a... C'est pas une question d'avoir des doutes, il veut avoir des réponses. Si ces réponses ne sont pas satisfaisantes, il prendra la décision qu'il aura envie de prendre. Mais on peut... Vous savez, on dit en anglais, attention, le diable est dans les détails. Ce mouvement de fond sur lequel il n'y a pas de remise en question, il a même dit qu'il était plutôt favorable au prélèvement à la source. Ce mouvement de fond nécessite qu'il n'y ait pas de couac, même si les canards adorent les couacs. Parce que c'est une réforme qui est soutenue par 60% des Français. Et quand on sait que la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, ça veut dire, et que 60% de ceux qui payent sont déjà mensualisés... Si vous voulez vraiment mon avis, je pense que les gens n'ont pas tout à fait compris ce qu'était le prélèvement à la source, puisqu'on a déjà 60% des Français qui sont en prélèvement mensuel. Et pour eux, finalement, ils disent que ça ne va pas changer grand-chose à notre vie. C'est vrai. En fait, ça change beaucoup de choses. Le prélèvement à la source, ça veut dire qu'il y a une structuration de l'impôt qui est différente. On le paye sur 12 mois et non plus sur 10 mois, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a des impacts sur le pouvoir d'achat. Donc il y a une pédagogie du prélèvement à la source qui est à faire. Il ne faut pas juste... Vous savez, moi, les réformes à coups de serpe et à coups de menton, j'y crois pas. Je crois qu'il faut expliquer pour que les gens adhèrent. Et je pense que le président de la République, en l'occurrence, là, est plutôt sage. La démission de Nicolas Hulot va-t-elle servir à quelque chose? Est-ce que le gouvernement va prendre un peu plus de distance avec les lobbies? Écoutez, il y a deux choses dans la démission de M. Hulot. Il y a le fond et la forme. La forme est inacceptable, je l'ai dit depuis le début. On ne démissionne pas sans avertir le Premier ministre, le Président de la République, en disant « moi j'ai changé d'avis, tiens, au cours d'une réunion de chasseurs ». Ça, c'est pas acceptable. Sur le fond, il a raison de dire « on ne va pas assez loin, on ne va pas assez fort dans l'écologie ». Mais quand on est dans la place, on peut faire bouger les choses, même si c'est décourageant. Vous savez, moi-même qui arrive de la société civile en politique, j'ai eu des moments de découragement. Et alors, j'ai pas dit, alors on va démissionner, puis on verra bien. Non, je crois qu'il faut rester à bord, être déterminé. Ce qui est intéressant, j'ai entendu sursaut, réveil. Moi, je regarde les faits. On a fait des actions sur l'écologie depuis que nous sommes ici, d'une façon systématique. La dernière étant les néocotinoïdes du début de la semaine. Donc, résolument écologique, mais réaliste quant à l'application. Quant au lobby, ils ont toujours été là en politique. Moi, j'ai même fait une émission sur les lobbies en montrant, en souriant les piles de documents qu'ils nous envoyaient, qui finissent systématiquement à la poubelle. Je pense qu'ils se fatigueront avant que des gens d'expertise continuent à les écouter. Avec une croissance moins soutenue que l'an dernier, la reprise de l'inflation, réduire les déficits s'annonce encore plus compliqué. Cela veut dire un pouvoir d'achat malmené, notamment pour les retraités? Le pouvoir d'achat, c'est une vraie question. Est-ce que d'abord, quand on dit pouvoir d'achat, on a l'impression qu'on a dit le Saint Graal? Je répète, attention, son calcul est complexe. Dedans interviennent des choses qui sont effectivement de la vie quotidienne et puis qui dépendent du gouvernement, puis des choses qui dépendent d'éléments exogènes, comme par exemple le prix du pétrole intervient sur notre pouvoir d'achat. Donc, les taxes qu'on renforce sur le pétrole, ça c'est le gouvernement. Je vous donne un exemple. Le pouvoir d'achat, on nous a beaucoup reproché les APL, les 5 € d'APL l'année dernière. J'étais d'ailleurs sur ce plateau pour en parler. Là, on vient d'annoncer au 1er septembre, conformément à notre engagement, 217 € de moins pour les étudiants touchés par ces APL qui ne paieront plus maintenant la cotisation spéciale à la sécurité sociale. Un pouvoir d'achat dans un sens, un autre pouvoir d'achat dans l'autre. Je pense que ce qu'il faut tirer, c'est le bilan global. Quand on décide de faire une gratuité sur les lunettes, les implants dentaires et sur les appareils auditifs, ça concerne les populations de retraités, en premier chef, qui dépensent beaucoup d'argent là-dessus. Ça sera un gain de pouvoir d'achat. Donc avant d'avoir des cris d'orfraie à chaque fois qu'il y a une baisse, reconnaissons que de l'autre côté, il y a des équilibres qui se font et qu'en tout cas,
la notion de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qu'on veut valoriser plutôt que dévaloriser. Pour les élections municipales en 2020 à Villeurbanne, est-ce qu'il y aura une liste La République En Marche ? Écoutez, il y aura des listes, à mon avis, dans lesquelles seront inclus des gens de La République En Marche. Est-ce qu'elle sera exclusivement? Je n'y crois pas. Je crois que le principe du rassemblement est fort. Dans des territoires comme celui de Villeurbanne, il faut à la fois des gens qui veulent cette transformation et des gens qui la soutiennent sous d'autres formes. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des listes alternatives aux listes existantes aujourd'hui. Voilà, pas forcément d'alliance avec les... Ça, je ne sais pas, il est très tôt pour en parler. Vous savez, on a d'abord les européennes, qui pour moi est vraiment l'objectif à court terme électoral. Les municipales, nous avons encore plein de temps de retournement d'opinion avant de les envisager. Avec un ou une candidate du Rhône sur cette liste, aux européennes ? J'espère qu'il y aura même plusieurs candidats. Caroline Collomb, par exemple ? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux aujourd'hui des tris des élections européennes. En tout cas, je pense qu'il faut absolument que le Rhône soit représenté en Europe. Merci beaucoup, Bruno Bonnell, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Très bonne journée, merci, au revoir. Merci. Coup de projecteur.